Quand Pierre Mazet, auteur du blog de l'Histoire au polar, nous raconte l'histoire de l'Amérique différemment. La bataille de Little Big Horn n'est pas finie. Dans le roman Colline Noire de l'auteur américain de science-fiction Dan Simmons, le héros indien Lakota, Pahasapa, alias Colline Noire, possède un don remarquable. Il lui suffit de toucher un être humain pour pénétrer sa conscience et lire dans son passé comme dans son avenir. C'est en 1876, lors de la bataille de Little Big Horn, qui oppose une coalition de tribus indiennes aux tuniques bleues du général Custer, que le jeune Indien, alors âgé de 11 ans, découvre ses pouvoirs visionnaires et divinatoires. Entré fugitivement en contact avec Custer, Colline Noire est aussitôt envahi par les pensées du chef de guerre américain tombé au champ d'honneur. Il va devoir désormais cohabiter avec cet esprit étranger qui loge en lui. Colline Noire, en anglais Black Hills, est également le nom que les Blancs ont donné au territoire sacré des Indiens dans le Dakota du Sud. Un lieu où, dans les années 1930, ils ont décidé d'édifier une œuvre monumentale à la gloire des pères fondateurs de la nation américaine. Les 4 célèbres statues sculptées sur le mont Rushmore, au cœur même de ce sanctuaire. C'est là que, devenu vieux, Colline Noire travaille en tant que dynamiteur, caressant le rêve fou de réduire un jour en poussière ces symboles infamants de la suprématie autoproclamée de l'homme blanc. Aujourd'hui, au cœur des Black Hills, Dakota du Sud, verdoyante et boisée, les Sioux ont entrepris de rendre hommage à Crazy Horse, figure héroïque de la résistance indienne dans le granit noir qui surplombe leur terre sacrée. La plus emblématique des tribus nord-américaines que les migrants pensaient vouées à la disparition à la fin du 19e siècle a survécu. Le projet fou du Crazy Horse Memorial, composé outre la sculpture monumentale du musée indien d'Amérique du Nord et d'un centre culturel amérindien, est aujourd'hui le symbole de sa résurrection culturelle et spirituelle. Non, la bataille de Little Big Horn n'est pas terminée. La conquête des Black Hills. Les Black Hills, Pahasapa en Lakota, sont considérés par les Amérindiens comme des terres sacrées, revendiquées par les Lakota depuis leur victoire sur les Cheyennes en 1776. Le traité de Fort Laramie de 1868, qui conclut la guerre de Red Cloud, intègre les Black Hills dans la grande réserve Sioux, d'où les non-indiens sont exclus. Alors que Black Hills était souvent considéré comme terra incognita, les rumeurs de découverte d'or dans ces montagnes sont vérifiées par l'expédition de George Armstrong Custer en 1874, qui ouvre en entrant dans les Black Hills ce que les Amérindiens appelèrent la piste des voleurs. À cette époque, l'économie américaine subit de plein fouet les effets de la Grande Dépression de 1873, et les mineurs se lancent dans une ruée vers l'or dans les Black Hills, en violation du traité de la législation fédérale. Ces intrusions répétées sur leur territoire et l'incapacité récurrente de l'armée des États-Unis à y mettre un terme provoquent la colère des Lakota et leurs alliés. En réaction, Sitting Bull, Tatanka Yotanka, Crazy Horse, Tasunka Witko et leur peuple entrent en guerre contre les intrus et les États-Unis. Le gouvernement tente au début d'acheter les Black Hills aux Sioux lors d'une conférence de paix, leur proposant un prix dérisoire. Les Amérindiens sont divisés sur la question de vendre les Black Hills, et si oui, sur le prix à réclamer. Les pourparlers échouent. En mars 1876, des troupes furent envoyées sur place dans le but d'inciter les Indiens, désormais considérés comme hostiles, à libérer les Black Hills pour rejoindre la Great Sioux Reservation. Cavalerie, infanterie, 3 colonnes au total, le plus gros de cette force armée était constitué par le 7e régiment de cavalerie sous les ordres de George Custer. Une force militaire dont on ne doutait pas qu'elle viendrait aisément au bout d'un adversaire réduit en nombre, estimé à un maximum de 1500 guerriers Sioux et Cheyennes, conduits par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse. Nomades, les Indiens étaient difficilement localisables par les forces armées, mais on supposait que leur campement se trouvait aux abords de la rivière Little Big Horn. Custer devait les attaquer sur 2 fronts. Les 2 autres groupes les contournaient pour empêcher toute retraite. La campagne aboutit à la bataille de Rosebud Creek, où les Lakota, dirigés par Crazy Horse, parviennent à tenir en échec l'une des 3 colonnes de l'armée. Quelques jours plus tard, le 7e régiment de cavalerie du lieutenant-colonel George Armstrong Custer attaque un camp de Lakota et de Cheyenne sur les berges de Grassy Grass Creek, Little Big Horn. La bataille de Little Big Horn voit les Sioux et Cheyennes, sous la direction de Sitting Bull et Crazy Horse, vaincre le 7e de cavalerie. 268 soldats, 43% des hommes présents, sont tués et 55 blessés, lors de l'une des pires défaites subies par l'armée américaine au cours des guerres indiennes.
On estime que les Amérindiens ont eu entre 60 et 100 tués, en comptant les blessés décédés ultérieurement. Durant cette bataille, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer ainsi que le chef Cheyenne, Lam Whiteman, trouvèrent la mort. La plupart des Sioux et Cheyennes présents à Little Big Horn regagnèrent leurs réserves peu après la bataille. Les autorités américaines forcèrent les Sioux des réserves à accepter la cessation des Black Hills sous peine de voir leurs rations alimentaires supprimées. Les troupes américaines continuèrent à traquer les autres Sioux et Cheyennes du Nord jusqu'à leur reddition en 1877. Sitting Bull préféra émigrer au Canada en 1877 plutôt que de se soumettre. De Little Big Horn à Rushmore. À moins de 500 km du site de la bataille se trouve le mont Rushmore. Les visages des 4 présidents, sculptés dans la roche, nous sont familiers. Situé près de Rapid City, dans l'État du Dakota du Sud, ce mémorial national américain couvre dans son ensemble une surface de 5,17 km² et se situe, pour sa partie la plus haute, à une altitude de 1745 mètres. Nommée Six Grands-Pères par les Amérindiens Lakota, Sioux, la montagne fut rebaptisée d'après Charles E. Rushmore, un avocat de New York qui la remarqua durant une expédition en 1857. Les sculptures, hautes de 18 mètres, représentent 4 des présidents les plus marquants de l'histoire américaine des années 1770 au début du XXe siècle, les 150 premières années de l'histoire des États-Unis. Il s'agit de gauche à droite de George Washington, 1732-1799, président de 1789 à 1797, Thomas Jefferson, 1743-1826, président de 1801 à 1809, Theodore Roosevelt, 1858-1919, président de 1901 à 1909, et Abraham Lincoln, 1809-1865, président de 1861 à 1865. George Washington représente la naissance de la nation en tant que premier président. Thomas Jefferson symbolise l'expansion de la nation à la suite de l'achat de la Louisiane à la France en 1803. Abraham Lincoln incarne la préservation de la nation pour son rôle dans la guerre de sécession. Et Theodore Roosevelt représente l'unification et le développement de la nation. En 1924, l'historien Dwan Robinson, qui évoqua pour la première fois l'idée du mont Rushmore en 1923 pour favoriser le tourisme local, persuada le sculpteur d'origine américaine Gutzon Borglum de visiter la montagne pour s'assurer de la faisabilité de la réalisation. Borglum avait alors déjà réalisé un énorme bas-relief pour un mémorial célébrant les leaders des États confédérés sur la montagne Stone Mountain en Géorgie. Après de longues négociations avec le président américain Calvin Coolidge et une délégation du Congrès, le projet reçut l'approbation de ce dernier qui autorisa le lancement d'une commission nationale du mémorial du mont Rushmore le 3 mars 1925. Calvin Coolidge insista pour que 2 républicains et un démocrate soient sculptés auprès du président Washington. Entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941, le sculpteur Borglum et 400 ouvriers sculptèrent les 4 visages hauts de 18 mètres. Alors qu'il entamait la construction de l'œuvre de sa vie, le sculpteur se fixa pour objectif de créer un monument des plus imposants, regroupant quelques-uns des moments phares de l'histoire américaine. Le 4 juillet 1934, Independence Day, le visage de Washington fut achevé. Il aura fallu 2 essais à Borglum pour réussir le visage de Thomas Jefferson. Sa première tentative à droite de George Washington a été réduite à néant par un défaut du granit. Le visage a dû être effacé de la montagne en 1934 à coups d'explosifs. Le deuxième portrait de Jefferson, cette fois-ci à la gauche de Washington, a été inauguré en 1936. Celui d'Abraham Lincoln, le 17 septembre 1937, et celui de Theodore Roosevelt en 1939. La réplique des Sioux. Le mémorial des présidents est érigé sur le territoire qui avait été reconnu comme propriété des Sioux par le traité de Fort Laramie en 1868, avant d'être foulé aux pieds lors de la ruée vers l'or de 1873. Pour les sièges à venir, au cœur même des terres sacrées du peuple Sioux, les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt rappelleront chaque jour aux Indiens le poids de leur déroute. L'injure est d'autant plus amère que le sculpteur du mont Rushmore, Gutzon Borglum, était un suprémaciste blanc affilié au Ku Klux Klan. Dès lors, les Indiens songent à une riposte. À un symbole, ils répondront par un symbole. Si les célèbres visages présidentiels en imposent par leur statut,
ils font 18 mètres de haut, le monument qu'ils allaient ériger surpasserait Rushmore au point de lui porter ombrage. C'est ainsi que les Sioux allaient inviter un sculpteur natif de Boston et d'origine polonaise, Korczak Ziolkowski, à tailler dans une autre montagne des Black Hills, à quelques kilomètres à peine de Rushmore, l'image du grand chef des Lakota, tribu du peuple Sioux, célèbre et admiré pour son courage au combat contre les troupes américaines, Crazy Horse. Les travaux ont débuté en 1948 et devraient se terminer d'ici une cinquantaine d'années. Pour l'anecdote, Korczak Ziolkowski, décédé en 1982, croyait finir son œuvre en moins de 30 ans. Si on mesure la grandeur d'une civilisation par l'envergure de ses monuments, le peuple Sioux figurera sans doute au panthéon des grandes civilisations. Une fois achevée, il s'agira de la sculpture la plus imposante du monde. Elle fera 195 mètres de long pour 172 mètres de haut, et à lui seul, le visage de Crazy Horse, inauguré en 1998, mesure 27 mètres de haut. Aujourd'hui, les Sioux poursuivent le combat. Derrière l'étendard du Crazy Horse Memorial se cache le projet fou de récupérer les Black Hills. Par nature, l'idée de sculpter une montagne est contraire à la philosophie Sioux de ne pas laisser d'empreintes sur terre. Cette statue de Crazy Horse illustre à quel point les Indiens ont intégré les réflexes impérialistes de leurs oppresseurs. Pourtant, le grand chef vouait une haine farouche à la civilisation qu'on voulait lui imposer, au point de refuser de se faire photographier. Difficile dans ces conditions de représenter fidèlement son visage. La statue rappellera néanmoins aux millions de touristes qui visitent le mont Rushmore chaque année que les Black Hills furent la terre des Sioux. En 1980, la Cour suprême a jugé que l'acquisition des Black Hills violait le 5e commandement de la Constitution. Nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité. En réparation du préjudice, la Cour a attribué 17 millions de dollars aux Sioux pour la valeur de leurs terres en 1877, ce qui fait, avec les intérêts, sur plus d'un siècle, 102 millions de dollars au total. À la surprise de nombreux Américains, les Indiens ont rejeté l'arrangement. Les Black Hills ne sont pas à vendre, ont-ils répondu, slogan des affiches qui tapissent les murs de Rapid City. La bataille de Little Big Horn se poursuit. Pour en savoir plus, Little Big Horn occupe une grande place dans la culture américaine. On estime qu'en moyenne, 1 millier de livres est consacré à l'événement chaque année aux États-Unis. Le théâtre, le cinéma et les médias papier ont contribué à la célébrité mondiale de Custer, de Sitting Bull et de la dernière bataille. Pour les films les plus connus, on peut citer La Charge fantastique avec Errol Flynn, Custer. On retrouve le général Custer dans plus de 600 films, sans compter les hommages. Pour plus de renseignements, vous pouvez également lire Little Big Horn, autopsie d'une bataille légendaire, aux éditions du Rocher en 2018 par David Cornu. Les visages de l'Amérique, les constructeurs d'une démocratie fédérale, chez Mar et Martin en 2014, par Arnaud Coutan. Et retrouvez également des informations sur crazyhorsememorial.org.